Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin aux auditrices et aux auditeurs. Il fait beau aujourd'hui, il faut en profiter. Marchons, puis prenons l'air. Écoutez, vous avez vu hier, la ministre Sonia Bélanger, la ministre des Aînés, a lancé une politique, la politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles cognitifs. C'est important. Il y a de plus en plus de gens avec le vieillissement qui se retrouvent avec ces maladies, mais il y a des choses à faire. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu profiter de l'occasion pour vous présenter quelqu'un et même un groupe qui fait partie d'un groupe, le groupe Patrimoine, qui est précurseuse, qui a eu une vision des soins qu'on peut donner aux personnes atteintes de ces maladies. Alors, je vous présente sans plus tarder Nathalie Paré, qui est la présidente du groupe Patrimoine. Bonjour Nathalie. Bonjour Judith. Je trouve, Nathalie, que vous êtes visionnaire, le groupe Patrimoine, avec la RPA Humanité que vous avez mis en place là quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler de Humanité? Ben oui, tout à fait. Écoute, Judith, t'es venue la visiter. Humanité, ça s'explique, mais surtout, ça se vit. Il faut vraiment le vivre au quotidien et venir le voir pour voir à quel point il y a une dynamique incroyable chez cette clientèle-là, dans le milieu de vie. Nous, on a eu vraiment comme mission de se donner, de faire vraiment une résidence, un milieu de vie qui était vraiment adapté pour ce type de clientèle-là, qui est la clientèle de maladies d'Alzheimer, maladies apparentées, où on met l'accent vraiment sur la stimulation, l'occupationnel, parce que pour nous, qu'on soit atteint de maladies d'Alzheimer, maladies apparentées, la vie continue. Il est possible d'avoir des moments, des sourires, d'avoir de l'étincelle dans les yeux, malgré la maladie. Et c'est ce qu'on fait vivre à Humanité. J'ai vu Nathalie, quand je suis allée la semaine dernière, que les gens étaient heureux. Il y avait même du chant, les gens dansaient, les gens vivaient. Tout simplement, ils étaient pleins de vie. J'ai trouvé ça formidable. Oui, puis c'est ça qui est important, hein, c'est qu'on se dit, pourquoi ne pas continuer de vivre nos passions, de vivre ce qu'on aime, et souvent le chant, la danse, que ce soit toute autre activité que j'ai été habituée de faire tout au long de ma vie, pourquoi que je pourrais pas continuer de le faire dans un contexte encadré, puis dans mon milieu de vie, qui est, en bout de ligne, ma maison. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait revivre ce qu'ils ont toujours aimé, et on s'adapte vraiment à chacune des situations, selon vraiment l'histoire de vie. Fait que c'est sûr qu'un des éléments importants, c'est de connaître bien la personne qui vient habiter chez nous, puis qu'on puisse vraiment adapter en fonction de vie. Mais votre modèle, là, que vous, avec tout ce que vous faites pour ces personnes-là, vous avez un modèle, parce que j'ai vu que c'est tout pensé, là, c'est bien organisé. Est-ce que c'est venu de vous, ou avez-vous pris... avez-vous eu de l'aide de chercheurs, de gens, parce que j'ai trouvé ça vraiment formidable. Oui, avec nos partenaires, puis même avec le président fondateur qui est François, qui a été vraiment à l'extérieur dans les Pays-Bas. Moi-même, j'ai été au Japon l'année dernière, je retourne en Suisse cette année. On a eu aussi l'accompagnement et un consultant qui a travaillé avec nous, qui est Philippe Boyer, qui est professeur éco-doyen à l'Université Laval, en qui le milieu de vie, pour lui, était très, très important. Il est spécialisé dans la maladie d'Alzheimer. Et ça nous a permis vraiment de pouvoir adapter notre milieu, comme je vous disais un petit peu plus tôt, en fonction vraiment des besoins de la clientèle. Puis pour nous, étant dans le domaine quand même depuis près de 30 ans, on a pu observer dans nos propres milieux ce qui se passait
comment interagir aussi avec la clientèle ayant des besoins cognitifs. Et on s'est rendu compte vraiment qu'il fallait aujourd'hui et pour l'avenir travailler de façon différente, mais de se concentrer sur les besoins de l'aîné et s'adapter à eux et non pas l'inverse. L'aîné n'a pas à s'adapter à nous. On a à s'adapter à leur rythme de vie à eux et ça fait vraiment toute la différence dans un accompagnement. Mais là, je comprends parce que je les ai vus. Il y en a qui avaient des sourires aussi. Je te dis, j'étais avec des gens, puis on a tout dit, mais mon Dieu, ça a l'air d'un endroit merveilleux à vivre. Les gens qui veulent, qui ont de la famille ou des amis ou qui veulent peut-être aller à Humanité, peux-tu nous dire, c'est une résidence privée? Est-ce que le coût, qu'est-ce qu'ils doivent faire là, si les gens disent c'est là qu'on veut que notre proche termine sa vie? Bien, écoutez, c'est sûr que la porte d'entrée pour venir à Humanité, nous, on a une conseillère en location qui prend le temps d'accueillir les gens, mais de surtout comprendre c'est quoi le besoin. C'est important pour nous autres de comprendre c'est quoi le besoin, puis de pouvoir bien déterminer dans quelle maisonnée ira la personne. Puis juste spécifier peut-être, Judith, pour que les gens comprennent bien, Humanité, c'est 6 étages, 12 maisonnées. Et c'est 12 maisonnées entre 12 et 15 chambres. Et les gens vivent dans les maisonnées comme si c'était un grand appartement qui est partagé au travers de 12 à 15 personnes. Ouais. Quand les gens choisissent ou veulent venir à Humanité, ils appellent à Humanité pour pouvoir prendre rendez-vous avec la conseillère de location qui s'appelle vraiment Suzanne. Suzanne est là depuis le début et depuis l'ouverture d'Humanité. Et elle prend le temps avec eux et avec la famille qui les accompagne de pouvoir déterminer bien le besoin pour que par la suite, ils puissent rentrer dans le processus là, pour être capable de venir vivre à Humanité. Mais tu parles de maisonnées. Est-ce que c'est parce que les maisonnées regroupent des gens au même stade de la maladie? Non, pas du tout. En fait, c'est qu'il y a plusieurs stades à la maladie de l'Alzheimer et de la maladie apparentée. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se retrouvent dans une maisonnée, mais il peut y avoir des stades de niveau différents. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils rentrent à un endroit, ils puissent rester jusqu'en fin de vie. Ah, ça, c'est bien. Si c'est possible. C'est sûr qu'il y a des nuances, parce que des fois, ce n'est pas possible, parce qu'il y a des situations cliniques qui ne le permettent pas, malheureusement, ou des conditions médicales. Mais nous autres, notre intention et notre mission, c'est de maintenir les gens dans leur milieu, dans leur maisonnée, le plus longtemps possible, et idéalement jusqu'en fin de vie. Ça, c'est vraiment bien parce que, vous savez, souvent, les gens vont dans une RPA, ils sont obligés de changer quand leurs conditions évoluent, puis tout ça, ça les aide pas parce que ça les déstabilise à tout coup. Alors, avec votre concept, ce que vous proposez, c'est tout au long de la vie. Oui, de le maintien à domicile. Puis vous savez, puis tu rouvres une grande porte, Judith, dans la maladie Alzheimer, la maladie apparentée, ce qui est le plus destructeur, c'est le changement. C'est le changement de leur habitude de vie, c'est le changement de leur rythme de vie. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est de le maintenir le plus longtemps possible pour éviter justement que ce changement-là puisse être difficile à gérer pour eux. Là. OK. Vos autres petites questions. Le personnel que vous avez, est-ce que c'est des infirmiers? Qui est-ce qui compose le personnel que vous avez là, pour faire toutes ces belles choses-là? On a du personnel infirmier 24 heures 7 jours sur 7. On a des éducateurs spécialisés. On a une aide sociale. On a une équipe de loisirs, comme tu as pu voir. Il y a une équipe de loisirs vraiment qui s'occupe de tout ce qui est stimulation, l'occupationnel, qui les fait bouger. Les préposés aux résidents pour être dans chacune des maisonnées, pour accompagner les résidents pour leurs activités de la vie quotidienne, les activités de la vie domestique également. Donc, on a un ratio là, de résidents employés là, qui demeure très bas chez Humanité, puis qui est attribué en fonction d'une dotation qui est dite évolutive.
C'est qu'en fait, c'est toute l'équipe qui est autour des maisonnées, comme les professionnels, infirmières auxiliaires, ben eux sont amenés à pouvoir aller où il y a des besoins plus cliniques. Mais le reste est supporté vraiment par l'équipe qui est dédiée dans chacune des maisonnées et idéalement, c'est souvent les mêmes personnes qui sont dédiées dans la maisonnée pour que les gens puissent aussi reconnaître ces personnes-là. OK. Je vais vous poser une autre question qui est importante pour les gens. Oui. Ça coûte combien vivre à Humanité? En moyenne, vivre à Humanité, c'est 7 500 $ par mois. Ça, là, ça inclut, puis ça dépend vraiment de l'évolution aussi, Judith, de la maladie. Oui. C'est ça que je parle d'une moyenne, parce que ça dépend de où est rendue la personne dans son processus. Il y a du crédit d'impôt aussi, maintien à domicile, comme tu sais. Oui. Et il y a aussi des montants qui sont possibles là, à aller chercher là, pour les gens. OK. Ça veut dire que finalement, ça coûte environ, moyenne, 5 500, mais mettons une personne qui est moyennement argentée, qui rentre là, 5 500, c'est vraiment beaucoup. Est-ce qu'elle peut avoir de l'argent du CIUS? Ça peut-tu avoir de l'argent en dehors du crédit d'impôt? Est-ce qu'elle peut finalement diminuer le montant pour arriver à vivre là? Bien, comme tu le sais, il y a des allocations personnalisées là, qui sont possibles pour ceux qui ont des besoins au niveau du service et du service et du soin à domicile, Ouais. qui est géré vraiment par les CIUS de chacune des régions. Donc, pour Humanité, par le CIUS de la capitale nationale. Donc, quand les gens ont des besoins et qui arrivent, c'est la travailleuse sociale qui va déterminer ce qu'ils sont en mesure de faire pour pouvoir maintenir le résident le plus possible dans un milieu de vie. Par contre, ce que je dois te dire, c'est qu'on travaille vraiment très, très fort pour qu'on puisse arriver qu'on puisse rendre ces services-là. Et ça, c'est une volonté, je pense, de tout le monde. Et c'est une volonté de notre part aussi, c'est d'arriver à ce que les services et soins puissent devenir éventuellement universels, parce qu'il n'y a aucune raison en 2025 qu'on puisse pas travailler tout le monde ensemble pour pouvoir y arriver. On a fait vraiment un beau projet à Humanité en collaboration avec le CIUS de la capitale nationale. Et je vais vous dire que le projet n'est pas juste une question d'économie de sous. C'est aussi une question que quand on se met à travailler ensemble, là, le public, privé, communautaire, là, on a une force incroyable pour arriver justement à répondre aux besoins de cette population-là qui a des besoins, dont la clientèle de la maladie d'Alzheimer et de la maladie apparentée. Fait que je suis très grande porteuse de ce message-là, de dire, mettons en pratique des beaux projets qui se mettent en place pour rendre l'accessibilité aux soins et aux services chez les aînés ayant ce type de besoins-là. Je pense que tu arrives. Là, il y a peut-être un bon moment, là, avec la politique sur la maladie d'Alzheimer que la ministre Bélanger a lancée hier. C'est peut-être parce que, dans le fond, avec Humanité, vous répondez à tous les besoins des aînés qui ont la maladie, puis même les proches aidants, les familles, tout ce que tu as fait autour, on dirait une petite communauté, Nathalie. Quand je suis allée là, j'ai vu ça. J'ai dit, c'est pas juste une résidence, c'est comme une petite communauté. Est-ce que j'ai raison? Ah non, t'as tout à fait raison. Puis au-delà de ça, comme je disais en entrée de jeu, c'est qu'au-delà du fait de l'expliquer, de le vivre, tu rentres dans une émotion différente. Parce que Humanité n'est pas juste d'accompagner les personnes qui sont atteintes, c'est aussi tous les proches aidants qui sont autour, c'est aussi les bénévoles qui sont présents. On a vraiment des employés qui sont dédiés. Donc, la recette, là, c'est d'avoir tout le monde autour pour le bien-être de l'aîné, puis qu'il puisse évoluer dans son propre milieu de vie le plus longtemps possible. Et ça fait vraiment la différence dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, ce maintien-là, dans un équilibre. Mais les proches aidants aussi, ça doit leur aider, parce que quand ils sont tout seuls, chacun dans leur petit endroit, des fois, ça peut être pas si facile que ça, hein? Non, c'est pas facile. Puis écoutez, quand on a, pour avoir été proche aidante moi-même pendant 10 ans pour ma mère, puis je suis infirmière de profession, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, je l'ai vécu pour mon propre proche, qui est ma mère.
c'est pas évident quand tu rentres dans l'émotion de dire un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que je fais? Quelle porte que je vais? Où je m'en vais? C'est pas évident de savoir en partant comment que je dois comprendre cette maladie-là. Et c'est quoi les possibilités pour la suite? Parce qu'il y en a des belles possibilités où on peut continuer de vivre avec cette maladie-là au travers d'un milieu de vie qui est axé vraiment sur leurs besoins. Mais moi, j'aimerais que, vu que tu es spécialisé là-dedans et tu as des bonnes connaissances, habituellement, là, si je prends un exemple, quelqu'un là, qui a un diagnostic d'Alzheimer, est-ce qu'il y a ça rapidement ou au début de sa maladie ou que c'est tellement difficile d'avoir des soins de santé, tu connais ça, il arrive qu'il est rendu assez avancé, puis là, on le détecte, Alzheimer. Est-ce que tu es capable de nous parler un peu de ça, là? Parce que moi, je me questionne là-dessus. Ben, de plus en plus, Judith, avec tous les projets de recherche, avec tout le temps que les gens de la recherche mettent, de plus en plus, ça devient comme plus rapide de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Sauf que c'est l'accessibilité à pouvoir avoir accès à voir le médecin rapidement ou à pouvoir embarquer dans cette forme de processus de diagnostic-là qui est souvent très, très, très lent pour les familles et que c'est difficile de savoir, c'est quoi, là, par où je commence, là, quelle porte je peux aller. Et souvent, la porte d'entrée, c'est par le médecin, hein, c'est par notre médecin généraliste qui, par la suite, va référer à quelqu'un qui va pouvoir faire les évaluations nécessaires pour déterminer qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai des pertes de mémoire, pourquoi est-ce que ça m'arrive souvent, est-ce que ça nuit à mon fonctionnement au quotidien, est-ce que c'est vraiment en lien avec une détérioration cognitive, est-ce que c'est une autre maladie, et là le processus s'embarque aussi pour avoir des examens pour confirmer qu'est-ce qui se passe. Avec ce processus-là est quand même assez simple, mais c'est d'atteindre. Ouais, écoute, tu parles de ça, puis j'ai reçu là récemment des gens là qui étaient atteints de maladie, pas d'Alzheimer, puis disaient que il n'y avait pas de médecin de famille, puis que c'était un périple quand tu n'as pas de médecin de famille d'avoir vraiment des soins. Fait que les gens atteints qui n'ont pas de proches et puis pas de médecin de famille, ils font quoi? C'est pour ça que moi, que je dis tout le temps aux gens, parce que j'en ai aussi des appels, je dis tout le temps aux gens, appelez à des endroits qui sont comme spécialisés là-dedans. Il y a la Société d'Alzheimer aussi, hein, qui donne vraiment des bons conseils à ce niveau-là. Mais il y a aussi à Humanité, où il y a dans l'accompagnement qu'on puisse embarquer dans ce processus-là aussi pour les aider à savoir vraiment comment je peux faire pour au-delà de vouloir un milieu de vie qui est adapté, comment que je peux faire pour avoir vraiment accès à ce genre de service-là, puis par où, quelle porte je peux cogner pour pouvoir y arriver. Ouais, mais y a-t-il une petite recette, là? 1, 2, 3, 4, on passe par là, puis on fait ça, ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un processus d'établi? Est-ce qu'il y a une recette? Oui. Est-ce que la recette est claire? Non. OK. Ah, pour mon tout Dieu. Le monde. Tu comprends? Mais je pense qu'on pourrait. Puis moi, je suis une fille de solution. Hein. Je pense qu'on a appris à se connaître, à voir tout ce qu'on faisait. Mais moi, je suis une fille de solution. Cette recette-là, quelqu'un va m'appeler, puis ça s'adapte souvent aussi, Judith, en fonction d'une personne à l'autre. OK. Tu comprends? C'est qu'une recette, il y en a, mais des fois, peut s'adapter en fonction de comment la personne peut le vivre, de qui aussi est autour de cette personne-là. T'as raison. Parce que si tu as des proches aidants autour de toi, c'est une chose, mais si tu n'as pas l'accès à des proches aidants ou à des gens autour de toi, ça peut être une autre situation. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, faites référence ou appelez vraiment une personne qui peut vous aider à pouvoir regarder les possibilités de cette recette-là, comme tu dis. Ben oui, parce que j'entendais, moi aussi, la QDR, on est très sensible à cette question-là, parce que avec le vieillissement de la population, on vieillit, puis on vit plus vieux, mais il y a des maladies qui arrivent là, qu'on n'avait pas vues avant.
ben on voit de plus en plus qu'il y a des atteintes de légères à plus avancées cognitives chez les aînés. Fait que là, nous, on se questionne, là, on fait quoi là avec ces gens-là? Parce que il y a tous des endroits, des quartiers plus pauvres où les gens n'ont pas de médecin de famille puis ont l'air d'être vraiment tout seuls. Ça, c'est comme plus difficile. Tout à fait. Puis la première porte pour eux, là, à laquelle ils peuvent appeler, c'est toujours leur CIUS de la région. Okay. Ça, c'est ça que la recette, comme tu parles, là, la première étape est vraiment d'appeler au CIUS de chacune des régions pour qu'ils puissent avoir l'aide. Et ça, il faut pas éviter de le faire justement pour pas être en détresse. Oui, je comprends. Mais on va revenir à ton modèle. Ça veut dire que finalement, le modèle que vous avez trouvé qui est excellent, puis même il devrait être... il pourrait y en avoir d'autres qui utilisent ce modèle-là. Là. Ça pourrait faire des petits bébés. Ben oui, écoutez, Humanité, ben ça a été vraiment, ça s'est rapidement imposé comme étant une référence. Oui. Parce que le milieu de vie des soins de santé qui est en dégénérescence cognitive, même des études sur l'approche et sur les résultats obtenus. Là. Le modèle, là, actuellement, il fait même place au projet d'expérimentation avec le CIUS de la capitale nationale, comme je t'expliquais un petit peu plus tôt. Puis on a des très, très beaux résultats au travers de la belle collaboration qu'on a avec eux. Puis on a déterminé vraiment que la force et l'efficacité du concept étaient gagnants à tous les niveaux. Fait que ce modèle-là, là, est à répéter pour qu'on puisse vraiment arriver à répondre aux besoins de la population actuelle qui est de plus en plus en mode vieillissante. Puis tu sais, seul, on n'arrive à rien, mais tout le monde ensemble, là, on peut y arriver. Fait que c'est là où il faut travailler vraiment tous ensemble pour l'avenir, là, à pouvoir ne pas dédoubler nos interventions, mais d'être complémentaires dans ce qu'on fait pour arriver à faire les choses autrement. Tu as absolument raison. Mais donc, ça devrait être un enjeu de santé, dans le domaine de la santé, de faire ça. Tout à fait. Puis je pense que, comme la ministre le dit, hein, les intentions sont vraiment de s'en aller vers une mesure différente pour l'accompagnement chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la maladie cognitive, parce que on parle qu'à partir de 2027, pour les gens âgés de 85 ans et plus, ben, en moyenne, 1 sur 3 de le diagnostic d'Alzheimer, maladie apparentée. C'est énorme, là. Donc, il faut vraiment se préoccuper de la situation ensemble. Puis plus de 25 différentes pathologies qui peuvent être à l'origine des troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Imagine, c'est complexe, mais il faut s'y arrêter. J'ai une autre question. Vu que je t'ai puis que tu es très connaissante dans le domaine, est-ce que tu penses qu'on devrait commencer à former des gens qui font de l'accompagnement peut-être que les sociétés d'Alzheimer font ça, aux gens qui ont des maladies Alzheimer et apparentées? Oui, tout à fait. Ben, écoute, tout à fait. Puis si il y a quelqu'un qui y croit, c'est bien nous, avec ce que je vis dans le milieu de vie, parce que la population, encore une fois, qui est de plus en plus en augmentation, avec la population vieillissante, avec des besoins, ben les gens, il faut qu'ils soient formés aussi pour l'approche des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Une approche vraiment qui est totalement différente. Ça prend une approche avec de la douceur, ça prend un profil où on va vraiment accompagner la personne, leur faire la démonstration. Fait que cette approche-là, plus que les gens qui vont apprendre à le faire d'une façon différente, ben moins que plus on va gérer les problèmes de comportement. Ouais, les gens qui ont une situation. Je vois ça, mais Est-ce que tu as remarqué avec cette formule-là que les gens la maladie avance moins vite? En fait, c'est que je peux pas dire qu'elle avance moins vite, mais elle se stabilise mieux. OK. C'est que les gens, avec cette approche-là, dans leur environnement de connaissance, dans leur milieu qu'ils connaissent, dans leur habitude de vie, vont faire qu'ils vont être mieux stabilisés dans leur quotidien. OK. Ça n'empêche pas, Judith, que les gens peuvent tomber, que les gens, il n'y a rien de parfait dans le processus. Sauf que on se concentre à essayer de garder les résidents dans leur rythme de vie à eux.
Exemple, s'ils dorment à midi, on n'ira pas les réveiller pour manger. On va les laisser dormir. S'ils dorment, c'est parce qu'ils sont bien. Et par la suite, quand ils vont se réveiller, ils vont manger. Si dans leur habitude de vie, sont habitués de se réveiller, ont toujours été habitués de se réveiller, mettons, à 10 heures le matin puis de se coucher à minuit le soir, ben, on ne changera pas leur habitude de vie parce que c'est sûr que ça va créer un problème de comportement parce que c'est pas dans ses habitudes de vie. Ouais. Tu comprends? On va vraiment travailler en amont avec eux pour essayer de les connaître le plus possible puis essayer de s'ajuster en fonction de ce qu'ils ont l'habitude. Fait que ce qui fait qu'ils deviennent plus équilibrés parce que quand tu es atteint de la maladie d'Alzheimer, la maladie apparentée, là, plus que ça avance dans la maladie, là, bien, plus que tu perds des étapes de ta vie. Ah bon. Fait qu'à un moment donné, les gens ne savent plus, sont dans une situation de stress, sont angoissés, et souvent, ça, bien, ça crée des problèmes de comportement. Fait que c'est pour ça qu'il faut les garder le plus possible dans un environnement qu'ils connaissent. Leur chambre, qui soit meublée vraiment avec des choses avec lesquelles ils ont l'habitude de voir, leur douillette qu'ils ont depuis 40 ans. Tu comprends? Ouais, Nathalie, on va terminer, mais avant, est-ce que vous faites des portes ouvertes? Oui, on fait... À Humanité? On en a fait une dernièrement, ben il y a quand même... avant les fêtes, là, qu'on a fait une porte ouverte, puis les gens de la communauté sont aussi invités. Moi, je propose aux gens de pouvoir surveiller sur les réseaux sociaux et même sur le Facebook ou le site Internet d'Humanité pour qu'ils puissent s'abonner, puis aussi qu'ils puissent être invités à venir aux portes ouvertes s'ils le veulent pour venir voir Humanité. Ben écoute, je vais être obligée de te laisser, mais on pourrait continuer à parler parce que c'est trop intéressant. Mais merci beaucoup. Et puis, je dis aux personnes, moi, je suis allée voir Humanité, puis c'est extraordinaire. C'est un modèle à développer. Alors, merci Nathalie. Bonne journée. Merci beaucoup, Judith. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.